en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, privé de façade maritime, le Mali est traversé sur 1700 km par le fleuve des fleuves, le Niger. Cette artère est vitale pour les 12 millions d'habitants du pays, dont 70% vivent des ressources de la terre et de l'eau. Pendant 3000 ans, ce fleuve a été source de richesse pour tous les peuples de la région, parmi lesquels on trouve les Bambara, les Peuls et les Bozo. Ces différentes ethnies ont toujours su cohabiter au cours des siècles passés. Ainsi, depuis la nuit des temps, les Bambara sont agriculteurs, les Peuls éleveurs et les Bozo pêcheurs. Mes chers amis de l'eau, c'est la vie. Oh, mes chers amis de l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, c'est la terre, et l'on ne peut pas vivre. Oh, mes chers amis de l'eau, c'est la vie. Oh, mes chers parlants de l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, c'est la terre, l'on ne peut pas vivre. Depuis peu, les ressources du fleuve ne suffisent plus à nourrir le vieux Mamadou et ses fils. Ensemble, ils ont dû se résoudre à rompre avec la tradition Bozo. C'est une époque mystérieuse. Tout est différent de ce que nous avons toujours connu. Nous sommes désemparés. Avant, il y avait beaucoup de poissons, ça n'en finissait pas. Nous voulons bien pêcher, mais comme il n'y a plus d'eau et que nous sommes encore vivants, nous devons survivre autrement. Depuis une vingtaine d'années, les satellites SPOT observent les profonds bouleversements de l'écosystème sur le continent africain. Ces données sont analysées dans le cadre du programme scientifique AMMA, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine. L'objectif du programme AMMA est de mieux comprendre la baisse de la pluviométrie qui frappe le Sahel depuis une trentaine d'années et dont les retombées économiques sont préoccupantes pour les populations. Jean-Luc Redelsperger, directeur de recherche au CNRS, est responsable de ce programme. Au XXe siècle, il n'y avait pas de problème majeur sur la pluie. Les gens s'étaient adaptés aux conditions qui étaient déjà difficiles dans ces régions-là, avec des cultures très bien adaptées au régime de pluie de cette région, donc des cultures essentiellement pluviales, qui dépendent essentiellement de la pluie, donc, et pas d'irrigation, et avaient un niveau de vie encore acceptable. Par contre, comme ce sont des cultures pluviales, le moindre changement de régime de pluie, une diminution, entraîne une catastrophe alimentaire importante. Donc il y a un déclenchement de la mousson vers fin juin, début juillet. Donc il y a d'un seul coup, il y a des pluies au Sahel qui vont être les pluies les plus importantes de toute l'année, qui vont durer 1 mois, 2 mois, de façon très épisodique par ailleurs. Il peut ne pas pleuvoir pendant 40 jours, même pendant cette période-là. Et donc c'est ces seules pluies sur lesquelles repose la culture dans ces régions-là. Donc c'est ces pluies-là qui ont diminué de 30 à 40%. Au départ, on n'était pas sûr que ce soit une sécheresse durable, puisqu'il y a des variabilités d'année en année. Et on est sûr qu'on a un grand signal de sécheresse qui a duré 30 ans et qui est le plus grand signal de déficit de pluie observé régionalement à l'échelle du globe. Dès le début des années 70, le volume des pluies a diminué de 30 à 40% dans la région du Sahel, entraînant une baisse considérable du régime du fleuve Niger. Et pour la première fois, en 1984, le lit du fleuve fut à sec à Niamey. Jamais de mémoire d'homme, ce phénomène spectaculaire n'avait été observé. L'Afrique est devenue aujourd'hui un avant-poste du réchauffement planétaire. Depuis 30 ans,
les dérèglements climatiques bouleversent l'ensemble de son écosystème. À l'échelle d'un continent, elle subit les désastres provoqués par l'effet de serre, c'est-à-dire les émissions de gaz carboniques émises par les pays industrialisés. L'effet de serre est un phénomène naturel vital pour l'être humain. L'énergie solaire parvient jusqu'à nous après avoir traversé la vitre gazeuse que constitue la couche atmosphérique. Une partie de l'énergie solaire est renvoyée dans l'espace, mais une autre partie est capturée par des gaz appelés gaz à effet de serre. Le gaz carbonique est le principal gaz à effet de serre. Augmenter sa concentration dans l'atmosphère, c'est augmenter artificiellement la température moyenne du globe terrestre. Le delta intérieur du fleuve Niger est une des régions les plus dépendantes du régime des pluies. Cette immense plaine alluviale vit au rythme de la crue du fleuve. Elle est de ce fait la zone la plus fertile du pays. Chaque année, de juin à septembre, les pluies qui arrosent le Mali vont gonfler les eaux du Niger. En débordant, le fleuve donne naissance à une multitude de bras, formant des lacs et s'étalant en une immense plaine inondée sur 30 000 km². Durant cette période d'inondation, le delta est abandonné. Et quand les animaux reviennent après les crues, ce sont des pâturages mûrs qu'ils trouvent sur place. Des pâturages très nourrissants que les paysans appellent le bourgou. Et qui attirent non seulement le bétail malien, mais également celui de tous les pays voisins. Plus d'1 million d'habitants, pêcheurs, éleveurs, agriculteurs, dépendent de la régularité du cycle de l'eau dans cette région. Le delta, c'est tout un monde. Parce que le delta, c'est justement la zone où, sur un même écosystème, on peut voir le pêcheur, parce qu'il y a de l'eau et du poisson. On peut voir l'éleveur, parce qu'il y a du bourgou, qui est très bien pour le bétail. On peut voir également l'agriculteur, qui, à cause de la sécheresse, pour ne pas prendre certains risques, il vient dans ces zones profondes pour cultiver le bourgoutier. Donc il sera sûr au moins qu'il aura une certaine production. Pierre Yernaud est chercheur en écologie au Centre d'études spatiales pour la biosphère. Il a travaillé sur la zone du delta intérieur du Niger et plus particulièrement sur l'évolution des surfaces inondées pendant 12 années consécutives. Alors par exemple en 1979, qui est l'année où j'ai commencé à travailler dans le delta intérieur du Niger, la côte était assez élevée, 645 cm à Mopti, donc 6,45 m. Et vous voyez l'étendue assez importante des plaines qui ont été inondées cette année-là. Surtout en comparaison avec les années qui ont suivi. Alors je vais passer d'abord sur 80, qui est déjà une année un peu plus médiocre, un peu moins de 6 mètres. Vous voyez qu'il y a un rétrécissement des plaines inondées. 80 était un peu meilleur, mais 82 a été très mauvais, très déficitaire. 83 qui l'a suivi a été pire encore. Et enfin 84 a été l'année de la catastrophe, parce qu'il y a eu une conjonction d'une saison des pluies très déficitaire avec une très mauvaise crue. Donc les zones inondées se sont retrouvées être de très petites zones juste dans les dépressions et le long du fleuve. Ça a entraîné une grave crise économique de toute la région, de tout le delta intérieur du Niger. Donc les problèmes économiques qui ont été engendrés par la sécheresse de 84 sont mondialement connus. Ça a frappé toute l'Afrique depuis l'Éthiopie jusqu'à l'ensemble du Sahel. Mais dans le cas du delta intérieur du Niger, ça a été un drame. Les productions agricoles de riz ont été extrêmement touchées. Bon, la pêche a été frappée dans des proportions encore supérieures. Une partie très importante du cheptel a été décimée. On parle de 80% du cheptel bovin, par exemple. Au Mali, il y a des gens qui n'ont que l'élevage pour vivre. Donc, la végétation, c'est tout pour eux. Et si les pâturages ne sont pas là pour nourrir le bétail, donc c'est tout un peuple
qui va souffrir. Vraiment, les changements climatiques ont des répercussions très très importantes sur le delta et tous ceux qui vivent du delta. Mais les populations et le cheptel ne sont pas les seuls à être touchés. Les nombreuses espèces végétales propres au delta intérieur subissent elles aussi les contre-coups de la sécheresse. Plus de 120 espèces végétales se sont adaptées à l'équilibre de l'écosystème spécifique de cette région. C'est la superficie des zones inondées chaque année qui constitue le premier maillon de la chaîne écologique de la biodiversité. On pourrait croire que l'écosystème est adapté à ces fluctuations puisqu'elles ont toujours eu lieu. Mais en réalité, il y a un point de rupture. Donc j'ai vu personnellement de 79 à 84 évoluer les écosystèmes avec chaque année finalement des situations qui étaient plus contraignantes que l'année précédente. Alors certains de ces écosystèmes tenaient le coup, certains changeaient, migraient dans l'espace et d'autres ont pratiquement disparu suite à la sécheresse de 84. C'est en général, par exemple, des savanes que l'on trouvait sur des plaines qui étaient faiblement inondées. Celles-ci, n'ayant pas été inondées 10 années, 15 années de suite, ont finalement disparu. Le delta, c'est aussi l'une des réserves importantes du monde pour la vie faune. Parce que chaque fois que l'hiver arrive, soit en Europe ou en Asie, il y a plein d'oiseaux migrateurs qui arrivent dans le delta, qui sont dans les forêts du delta. Donc dans ces forêts qui sont normalement inondées, les oiseaux ont une certaine sécurité, ils peuvent se reproduire facilement. Et donc, ça joue de façon très importante pour le maintien de la biodiversité. Mais si ces forêts également ne sont pas inondées, donc vous voyez bien comment est-ce que les oiseaux peuvent être en danger, comment est-ce que ça peut jouer sur la biodiversité, non seulement au niveau régional, mais même au niveau mondial. Les autres conséquences, il y en a d'autres, donc par exemple aussi sur la santé. Il faut savoir que beaucoup de maladies endémiques de cette région-là, comme le paludisme, sont liées à la variabilité climatique. Le paludisme est essentiellement transféré à l'homme par les moustiques qui se développent sur les mares d'eau, les petites mares d'eau. Et du fait du changement de pluie et donc d'écoulement des pluies, on a une augmentation des petites mares qui s'est passée dans les 30 dernières années. Et on pense donc qu'il y a eu une augmentation du moustique et probablement une augmentation donc, du paludisme. Moussa Négué-Dagnon est bambara. Il a suivi une formation de technicien supérieur des eaux et forêts. Il dirige l'antenne gouvernementale de conservation de la nature, installée en plein cœur du delta, à Korienze, d'où il rayonne dans toute la région. Témoin privilégié des conséquences locales du bouleversement climatique, il assiste les différentes populations, leur apportant conseils et moyens pour mieux affronter l'adversité. Il aime à se définir lui-même comme un combattant de l'environnement. Ici, au bord du lac de Korienze, les bozos se sont installés pour la saison de pêche. Ils sont nés pêcheurs. Comme leurs pères et leurs ancêtres depuis le premier matin du monde, ils sont les maîtres de l'eau. Chaque année, au fil de la décrue, ils suivent le fleuve et s'installent dans des campements temporaires comme ici, à Kérétogo.
Avec l'arrivée des premières pluies qui vont remplir le lac, ils vont bientôt quitter ce campement et rejoindre leur village d'origine, dans la plaine du Massina ou à Mopti, avant de revenir dans quelques mois au moment de la décrue, période plus propice à la pêche. Au cours de sa tournée, Moussa Neguedagnon vient rencontrer le vieux patriarche, Kamama Kalapo. Combien de personnes vivent chez toi? Il a 21 personnes. Kamama Kalapo. 21 personnes. Et ma femme. Oui. Voilà, ça c'est sa femme. Ça c'est la production hebdomadaire. C'est tout ce qu'ils ont pour toute une semaine. Pour une famille de 21 personnes. Ouais, c'est pas facile. Nous savons que les bozos sont les maîtres de l'eau. Comment les bozos montrent-ils qu'ils sont les maîtres de l'eau? Quelle science détenez-vous sur l'eau et dans l'eau? Notre maîtrise de l'eau remonte au temps du prophète Noé, maître de l'eau de Toufana. Le premier pêcheur s'appelait Awazan. Nous sommes ses descendants, ceux qui sont nés dans l'eau. Nous donnons naissance à nos enfants au bord de l'eau. Ils se marient au bord de l'eau. Ils donnent naissance à leurs enfants au bord de l'eau. Ainsi, nous connaissons les animaux de l'eau et ceux de la terre. Nous avons le pouvoir d'attirer les hippopotames dans ce fleuve. Il en est de même pour les caïmans. Mais pour le poisson, ça a changé. Si tu mettais un pêcheur d'autrefois ici, il n'attraperait rien. Toi qui es un agent des eaux et forêts, c'est avec toi que nous travaillons. Tu connais les difficultés que nous traversons et tu sais aussi ce qu'on gagnait autrefois. Tu connais nos problèmes aujourd'hui. En ce qui concerne le manque de poissons, c'est dû à la pluie. C'est la pluie qui fait augmenter ou diminuer la quantité de poissons. Quand les pluies sont abondantes, les poissons viennent avec. Ils peuvent se reproduire, il y en a plus. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, la quantité de poissons diminue. Tout dépend de la pluie. Il en est de même pour les champs. C'est ainsi que vivent les animaux et que se remplit le fleuve. Ainsi va la vie. Et si les pluies hivernales ne sont pas abondantes, les gens se disputeront les ressources. Comment allez-vous surmonter ces difficultés alors que vous n'avez ni argent ni réserve? S'il n'y a pas d'argent, beaucoup vont aller en prison à cause des créances de filets et de pirogues. Lorsque le mari va en prison, la femme doit enlever ses bijoux en or et les vendre pour rembourser les filets ou acheter la nourriture. Avant, c'était les bozos qui possédaient le plus d'or. Dans le delta intérieur du Niger, la quantité de poissons pêchés a diminué de 50% en 10 ans. La sécheresse qui s'est installée fragilise les berges qui s'effritent, s'effondrent, ensable le lit du fleuve et recouvre les lieux habituels de ponte des poissons. À cela s'ajoute la baisse des eaux du fleuve qui réduit d'autant la superficie des plaines inondées. Les poissons ont alors du mal à trouver des lieux de ponte protégés. Le cycle de leur reproduction dépend donc de l'importance de la pluviométrie et de la régularité de la mousson.
faut arriver à essayer un peu comprendre le mécanisme de la mousson, tout d'abord. La mousson, c'est très simple, en fait, on peut le dire très simplement, de façon très schématique. C'est une réponse à un déséquilibre qui est dû à des contrastes de température entre l'océan et le continent. Donc il y a un contraste de température qui va générer une circulation d'air au-dessus de ces masses, de ces continents, de cet océan, qui va donc transporter l'humidité plus au nord et des nuages qui vont pouvoir donner des pluies sur le Sahel. Dès que on change un petit peu l'état des surfaces, à la fois de l'océan et des continents, on va changer ce déséquilibre, ce contraste de température qui fait fonctionner la mousson à la base. Donc si on réchauffe par exemple l'océan, comme ce qui s'est passé dans les 30 à 40 dernières années, le contraste de température entre l'océan et le continent a diminué. Donc la mousson est moins intense, donc les pluies sont moins intenses. Qu'ils soient pêcheurs bozo ou agriculteurs bambara, les habitants du delta intérieur finissent tous par s'endetter. En ce début de saison des pluies, ils ont déjà épuisé leurs réserves et doivent tenir jusqu'à la décrue qui marquera la fin de cette période de soudure. Comme chaque semaine, ils se retrouvent au marché de Corrienze, où se rendent aussi les Peuls. Les Peuls sont la deuxième ethnie du Mali, après les Bambara. Depuis toujours, ils sont éleveurs et possèdent aujourd'hui le plus grand cheptel de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne vivent que pour leurs troupeaux et n'ont d'autre souci que de les préserver de la sécheresse. Le village de Tambéni est situé au bord d'un bras du Niger où l'on attend la prochaine crue. Cette année, les pâturages ont encore souffert de la sécheresse. Alors, les hommes sont partis vers le sud avec les troupeaux. Pendant plusieurs mois, ils vont parcourir les grandes plaines du Gourma à la recherche de points d'eau et de nourriture. Ils reviendront après la décrue en espérant trouver ici de nouveaux et riches pâturages. En attendant leur retour, les femmes tentent de survivre dans un dénuement de plus en plus grand. Il n'y a presque plus d'animaux. Nous avons été obligés de les manger ou de les vendre. Les animaux n'ont plus rien à manger, nous non plus. Nous souffrons beaucoup et nous sommes épuisés. Nous sommes au fond du gouffre. Nous n'avons plus rien à manger, ni à boire. Les hommes sont partis en exode et nous ont laissés ici. Nous tissons et vendons des nattes, c'est ce qui nous permet de manger. Est-ce que les jeunes aussi sont partis cette année? D'habitude, les jeunes partent travailler à Mopti ou Bamako, ou encore ailleurs, et reviennent ensuite au village. Oui, nos enfants sont quand même partis. Les bergers, les cultivateurs, les tisserands, les commerçants sont partis. Ils nous envoient ce qu'ils peuvent en attendant leur retour. Est-ce que vous vous souvenez des grandes sécheresses d'il y a 11 ans? Il n'y avait plus à manger et les gens étaient très fatigués vers 1983-85. Quelle différence avec cette année? Si ce n'est pas pire, en tout cas ce n'est pas mieux. Je me souviens qu'on nous distribuait des céréales. En fait, cette année est pire. Face à cette situation, le bétail est de plus en plus obligé de quitter le Sahel pour migrer vers les zones du sud qui bénéficient d'une pluviométrie plus abondante. Aujourd'hui, les nomades Peuls ont tendance à changer leur mode de vie pour se sédentariser dans la zone sud
qui traditionnellement avait une vocation agricole. Les changements de système de production, bon, ça affecte tout. Hein. Le bétail qui migre, ça fait de nouvelles habitudes de production. Il y a également de nouveaux propriétaires qui n'ont pas les mêmes visions que les éleveurs traditionnels. Bon, c'est valable pour l'élevage comme pour la pêche. Hein. On a vu également des populations entières de pêcheurs migrer vers d'autres zones. Donc ça fait des changements au niveau du revenu des ménages qui sont souvent même à l'origine de problèmes sociaux assez importants. Après leur séance de pêche infructueuse, le vieux Mamadou et ses fils se rendent sur l'autre rive du fleuve. Ils vont travailler dans le verger qu'ils ont dû se résoudre à créer sur une zone de pâturage que possédaient les Peuls. Voici nos premières plantations qui s'étendent jusqu'à la berge. Ça, c'est le goyavier. Le manguier. Encore un goyavier. Par découragement, nous avions demandé à notre père d'arrêter la pêche, car on ne pouvait plus en vivre. Je voulais vraiment arrêter la pêche. Mais comme c'est notre activité, nous ne pouvons pas l'abandonner. Tu ne peux pas abandonner le métier de ton père. Comme il n'y a presque plus de poissons, nos prises ne nous permettent plus de vivre de la pêche. Donc nous sommes obligés de cultiver ce verger. On ne peut plus refuser de se consacrer à d'autres activités. Au départ, les Peuls n'ont pas apprécié que l'on utilise ces terres, car elles servaient de pâturage à leurs bêtes. Ils nous ont demandé de partir. Je passais toute la journée à chasser les bœufs du jardin, jusqu'à la nuit. Et la nuit, c'était mon père qui prenait la relève. Nous passions tout notre temps à chasser les bœufs, au lieu de travailler. À cause de ça, les manguiers n'ont pas bien poussé. Ce manguier est le plus vieux de la plantation. Dès qu'il atteignait cette taille, les bœufs le mangeaient. Nous devions le tailler pour qu'il repousse. Dès qu'il repoussait, les bêtes revenaient à la charge. C'est à croire qu'ils ne voyaient que cet arbre. C'est pour cette raison que nous avons pris du retard dans notre travail. C'était la saison des pluies et nous aurions dû planter les arbres. Quand on cultive à la place d'un pâturage, voyez tout de suite les problèmes qui peuvent se créer entre l'agriculteur, l'éleveur. Et quand également le pêcheur se mêle à la danse pour chercher du poisson, dans un champ, ça fait des problèmes. L'insuffisance des crues du fleuve Niger et la faiblesse de l'inondation naturelle qui en résulte ont entraîné une véritable compétition pour accéder aux terres fertiles. Pour bénéficier d'une meilleure inondation, le développement de la riziculture s'est déplacé vers des cuvettes plus profondes, qui étaient traditionnellement consacrées au pâturage. Au Mali, il y a des gens qui n'ont que l'élevage pour vivre. Bon, est-ce qu'il y a des priorités, etc., etc. Ça peut amener des conflits. Et malheureusement, souvent, des conflits, même meurtriers. Je le regrette, mais c'est la réalité.
Même si la mousson se révèle de plus en plus capricieuse, pour les populations du Mali comme pour celles de toute l'Afrique de l'Ouest, l'arrivée de ces pluies tant attendues est saluée chaque année comme une offrande du génie de la pluie. Mais la communauté scientifique qui cherche à comprendre les raisons profondes de son dérèglement reste perplexe. En attendant, il s'agit de trouver des solutions concrètes pour mieux gérer ce phénomène et faire en sorte que les populations concernées obtiennent des résultats tangibles sur le terrain. Il y a une réaction pour essayer de se mobiliser à mettre en place des outils de prévision des grandes famines. Mais actuellement, il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de compréhension de ce système de mousson et d'amélioration des systèmes de prévision. Par exemple, une question très importante pour les agriculteurs qui plantent le mil, c'est de savoir quand est-ce qu'aura lieu la première pluie. Ils ont en général une seule semence. S'ils la plantent trop tôt, elle va mourir. Donc on aimerait savoir ce qui va se passer dans les 10 ou 20 prochaines années. C'est une énorme question, avec d'énormes enjeux, à la fois scientifiques et humains. Tout droit, c'est La sécheresse croissante qui règne au Mali rend la terre moins perméable et favorise le ruissellement des eaux. Aux abords du fleuve Niger, l'aridité des sols fragilise les berges. Celles-ci deviennent alors très vulnérables aux forces extérieures, telles que le courant fluvial et le vent. C'est le cas du village de Diafarabé, qui subit une forte érosion au fil des années. Il y avait une mosquée ici, la première mosquée de Diafarabé, elle était là. Alors la mosquée elle-même, elle a disparu. Je crois qu'une mosquée de 1818, vous imaginez, c'était la création du village. On peut dire aujourd'hui un monument. Il n'y a que cette trace. Et ça, c'est il y a 40 ans de cela. Nous avons assisté impuissants à sa démolition et à sa disparition. Vous voyez, donc chaque année, c'est à pareil moment, au moment des crues, que le phénomène se reproduit. Donc, ce qu'on peut vous dire, vous voyez, entre les deux rives maintenant, le village était à plus d'1 kilomètre. Donc, il a été dégradé d'année en année. Et vous voyez ici, ça c'était toute une ruelle qui est partie comme ça. La ruelle était tellement large qu'une voiture pouvait même se déplacer à l'intérieur du village. Mais aujourd'hui, 2 personnes ne peuvent même plus se rencontrer. Le village était jusqu'à ce niveau. Hein. C'était jusqu'à d'1 kilomètre. d'1 kilomètre environ. 30 familles qui ont été déplacées et qui sont obligées maintenant d'aller s'installer derrière le village. Et puis, vous savez, à des moments de hautes eaux, nous avons nos enfants qui tombent facilement, banalement dans l'eau et qui crèvent comme ça. Vous voyez que l'eau s'infiltre. Le soubassement est miné. Vous voyez quel danger ces enfants courent. À ce phénomène d'érosion et de dégradation des rives du fleuve et de son lit, s'ajoute celui de l'ensablement qui s'étend et recouvre certaines zones de l'intérieur, au point de menacer des villages comme ici, à Tambéni. L'ensablement dans l'environnement, ça représente le sida. Le monde est en train de lutter aujourd'hui contre le sida, qui est un fléau. C'est de la même manière qu'il faut aider les services de l'environnement à combattre l'ensablement. Tant dans les villages, tant dans le lit du fleuve et tant dans les campagnes. Donc il faut essayer de l'arrêter depuis le point de départ. Nous, techniciens, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut avoir les moyens. Le manque de pluie est dû peut-être
à un dessèchement de l'environnement. Donc, il faut être dans un milieu boisé pour recevoir plus de pluie. Ça les a poussés à comprendre l'intérêt des plantations d'arbres. Dans son combat pour la sauvegarde de l'environnement, Moussa Neguedagnon tente de sensibiliser les paysans à l'importance du reboisement. Mamadou Kassambara, chef de village, l'emmène aujourd'hui visiter une plantation d'eucalyptus qu'il a lui-même initiée. Vos plantations m'ont vraiment impressionné. Et j'aimerais savoir combien d'arbres il y a. Environ 1030 arbres. Cet arbre peut pousser de deux manières différentes. Selon que tu veux qu'il gagne en hauteur ou en circonférence. Tu vois ce bout? Ce petit bout-là. Si tu le coupes, il va arrêter de grandir. Il va devenir costaud. Mais si tu ne coupes pas le bout, c'est cela qu'il faut enlever. Si tu enlèves ses feuilles, l'arbre grandira. Oui, c'est vrai. Tu vois comme il respire mieux maintenant. Oui, je ferai comme ça maintenant, s'il plaît à Dieu. Si tu pars de ce côté, tu verras des endroits envahis par le sable au point de s'y perdre. C'est vrai. Actuellement, le sable envahit le lit du fleuve. L'ensablement et le mauvais vent sont dus à l'absence d'arbres. Ces problèmes ne se poseraient pas s'il y avait des arbres. Les feuilles qui tombent ont insufflé une nouvelle vie à cette terre. Cette terre est devenue une nouvelle terre, car elle n'est plus exposée au vent. Le vent n'emporte plus le sable qui nous sépare du lac. Je pense qu'un espace sans arbre est un espace sans âme, où les conflits et la souffrance sont monnaie courante. C'est un espace vide. Aujourd'hui, les données envoyées par Spot sont de plus en plus alarmantes. La désertification du Sahel progresse de 5 km par an sur un front de 2000 km. Au CNES, Centre national d'études spatiales, les scientifiques sont en liaison quotidienne avec le satellite Spot, dont ils programment les différentes missions à chaque orbite et dont ils suivent la trajectoire en temps réel. On est bien accroché, départ des mesures. Ok, reçu. Alors là, c'est bon. Fin de passage, écoute. Prochain passage avec Kiruna, 2034. Ok, merci. À plus tard. Ok, à plus. Grâce aux observations transmises par les satellites, il est établi que le réchauffement des eaux du golfe de Guinée n'est pas le seul responsable du dérèglement de la mousson. La modification de l'état des sols du continent causée par l'homme est un facteur aggravant de la perturbation de cette mousson. On a par exemple déforesté, et en particulier la déforestation très importante qui a eu lieu dans la région de l'Afrique de l'Ouest dès les années 50. La déforestation, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire remplacer des forêts d'arbres tropicaux très denses par des sols cultivés ou à nu, ce qui provoque une réflexion de l'énergie solaire beaucoup plus importante dans l'atmosphère. Ça veut dire aussi une captation de l'humidité par la végétation beaucoup moindre et par les sols beaucoup moins. Donc moins d'humidité, moins d'énergie, qui veut dire une mousson plus faible et donc moins de pluie au total. Par-dessus cela, il y a le changement des sols cultivés du fait de ce déficit pluviométrique et du fait de la pression démographique qui a augmenté. Donc on sait qu'il y a eu un changement
la façon de cultiver les sols. Et donc, il y a probablement une rétroaction sur le climat, au moins à l'échelle locale, sinon à l'échelle régionale. Les moussons, en fait, ont un rôle très important dans toute la circulation générale de l'atmosphère et dans le climat, puisqu'en fait, quelque part, c'est un transfert d'énergie de la surface vers l'atmosphère. Il y a des liens entre les moussons, puisqu'en fait, il y a aussi des échanges par l'atmosphère entre les différentes moussons. Donc, il y a des impacts de la mousson asiatique, une mousson indienne, sur la mousson africaine. Quelque part, c'est un petit peu un des moteurs de toute la circulation atmosphérique sur la planète. Donc, bien entendu, quand on perturbe ces moussons, que ce soit la mousson indienne ou la mousson africaine, on perturbe l'ensemble du climat. Dans le cadre des recherches entreprises au sein d'AMMA, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, les scientifiques ont mis en évidence les répercussions du dérèglement de cette mousson à des milliers de kilomètres de là, sur l'Atlantique Nord. Alors le lien entre la mousson africaine et l'activité cyclonique du bassin atlantique, essentiellement, vient du fait qu'on a remarqué depuis quelques années qu'il y a une corrélation assez nette entre l'activité des cyclones et l'activité de la mousson. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes qui se placent à différentes échelles d'espace et de temps. Maintenant, il faut qu'il y ait une graine de départ. Cette graine de départ, c'est une perturbation orageuse. Celles qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest sont extrêmement favorables. Parmi la dizaine ou la vingtaine de phénomènes susceptibles de donner naissance à des cyclones qui sortent d'Afrique de l'Ouest chaque année, 4, 5, 10 vont évoluer en cyclone. Les phénomènes les plus connus, c'est le cyclone Hugo en 1989 qui avait dévasté la Guadeloupe. En 1992, le cyclone Andrew qui était passé sur Miami avait causé de très importants dommages. On sait que c'est une perturbation du continent africain qui ensuite a évolué en cyclone Andrew. Il a été possible de le suivre en arrière jusqu'à l'Éthiopie. Donc il y a les cyclones de 98, en 2004 les événements Ivan, en 2005 le cyclone Émilie. Ce sont des phénomènes qui, généralement, ont une intensité très forte. Parce que, traversant longtemps l'océan, elles ont le temps de puiser beaucoup d'énergie, d'atteindre un stade de maturité avec des vents violents, des précipitations très intenses. Ces phénomènes-là sont très clairement en relation avec la mousson africaine. La perturbation venant du Sahel devient graine de cyclone lorsqu'elle arrive au contact des eaux surchauffées du golfe de Guinée. Elle y puise l'énergie qui lui fera parcourir l'Atlantique Nord et si les conditions lui sont favorables, elle atteindra même le continent américain. Ces cyclones qu'on appelle cyclones du Cap-Vert ont des trajectoires très caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils ont une route qui est pratiquement la même pour tous et qui est plein ouest à travers l'Atlantique. Généralement, un système orageux qui arrive sur l'océan va s'effondrer. Alors, les conditions favorables pour que les perturbations continentales de l'Afrique de l'Ouest puissent évoluer en cyclone tropical une fois qu'elles arrivent sur la région océanique, disons au large de Dakar vers le Cap-Vert, sont de plusieurs types. D'abord, il faut un océan chaud et chaud en profondeur. Il faut que la température soit supérieure à 26-27 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur parce qu'avec un océan plus chaud, il y a un réservoir d'énergie plus important. Et ça se produit uniquement à partir, disons, du 15 août. Du 15 août à la fin octobre, les conditions de température sont favorables. Donc on sait que cette zone est celle où les phénomènes vont acquérir de la puissance en pompant justement l'énergie stockée dans les parties supérieures de l'océan.
Et de toutes petites variations de température, quelques dixièmes de degrés, suffisent à avoir des conséquences très importantes sur le développement. La température des eaux tropicales de l'Atlantique a fait un bond de 1 à 2 degrés depuis 1995, alors qu'en un siècle, la température moyenne du globe n'a augmenté que d'1 demi-degré. Le régulateur thermique constitué les océans accélère aujourd'hui les dérèglements climatiques. Deuxièmement, il faut que l'atmosphère soit humide. Il ne faut pas qu'il y ait d'air sec qui intervienne parce que l'air sec va interagir avec le pompage de l'énergie à la surface de l'océan et ne permettra pas d'alimenter le système. Troisièmement, un cyclone, ça tourne. Et pour que ça tourne, il faut qu'il y ait un mouvement de rotation initial. Ce mouvement de rotation initial, il peut être donné par ce qu'on appelle des ondes d'est. Alors les ondes d'est, ce sont des instabilités du vent d'est qui vient du Sahel. Donc on a toutes les conditions pour une activité cyclonique du bassin atlantique plus favorable que d'habitude. On a beaucoup de phénomènes locaux, des phénomènes globaux. Là-dessus, on superpose le changement climatique. Donc là, il y a un domaine d'étude à creuser entre ces perturbations à long terme amenées par l'accumulation des gaz à effet de serre et la variabilité naturelle du climat, de l'océan, de l'atmosphère, des milieux continentaux. Et là, vraiment, c'est un domaine inconnu dans lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. L'Afrique subsaharienne subit de plein fouet les désastres engendrés par le dérèglement climatique et préfigure la désertification à venir sur l'ensemble de la planète. Selon les Nations Unies, 1/5 de la population mondiale est menacée par ce fléau grandissant. Aujourd'hui, 20% des terres de la planète sont considérées comme désertiques. Dans 20 ans, ce sera 40%. Le fleuve Niger, 3e fleuve d'Afrique, qui depuis la nuit des temps nourrissait le Mali, parcourt au total plus de 4000 km à travers le continent africain. Il irrigue 5 pays. Mais depuis 30 ans, la baisse régulière de son régime ne fait que s'accentuer. Selon les spécialistes, cette tendance laisse présager le pire d'ici la fin du siècle. Les conséquences ne se font pas attendre. Après avoir provoqué la rupture des modes de vie traditionnels, le dérèglement climatique entraîne aussi un exode croissant des populations rurales. L'ensemble des pays du Sahel est particulièrement touché. Selon les Nations Unies, d'ici à 2020, 60 millions de personnes se déplaceront vers le nord de l'Afrique et vers l'Europe. En ce qui concerne l'échauffement de la planète, même si nous savons, nous l'avons étudié, nous l'avons vécu, nous l'avons vu, c'est quelque chose qui dépend des pays nantis. Un pays nanti fait quelque chose, que peut faire un pauvre type? Tu ne te remets seulement qu'à Dieu. Mais il est conscient, lui, en tant qu'industriel, il est conscient hein, de son agissement sur la planète. C'est lui qui récolte ses intérêts. Mais il sait ce qu'il est en train de faire sur la planète. Moi, je le connais. Je le sais. Mais je ne peux rien contre lui. Il serait bon quand même que ces pays nantis, ces occidentaux, essayent de revoir encore comment améliorer la qualité également de ces impacts sur l'écosystème. En amont. Voilà, c'est le message à transmettre. Mes chers amis de l'eau, c'est la vie. Oh, mes chers amis de l'eau, c'est la vie. Sans l'eau sur la terre, et l'on ne peut pas vivre.
faso denw an ka ladari faso denw an ka ladari Mali faso denw an bɛɛ ye a ladari ni Ala sɔnna ma an bɛɛ na bɔ nɔgɔ la faso denw an ka ladari faso denw an ka ladari Mali faso denw an bɛɛ ye a ladari ni Ala sɔnna ma an bɛɛ na bɔ nɔgɔ la